Quelle est la différence entre un dragon et une vouivre? La culture populaire est remplie de dragons, et pourtant, si on s'y penche bien, leur représentation fait parfois parler, râler. Par exemple, Smaug, le dragon dans le Hobbit, ou encore les dragons de Game of Thrones. On est tous d'accord pour dire que ce sont des dragons. Pourtant, ils arborent une caractéristique qui n'est pas censée leur appartenir. Mais ça, nous le verrons plus loin dans la vidéo. Vidéo qui est en lien avec mon autre émission, l'école du Phénix, où nous avons parlé des draconides, à savoir les fouenards, les slizards, les wyverns, les basiliques et les cocatrix. Cette vidéo sert à aller plus en profondeur dans leur légende, et si vous ne l'avez pas vue et que vous aimez The Witcher, je vous invite à aller la regarder. Bon, déjà on peut enlever les deux premiers, les fouenards et les slizards, inventés par la licence, donc rien d'intéressant à dire. D'autant que le fouenard ressemble surtout à une wyvern avec une grosse corne sur le nez. Wyvern qui, elle, provient bien des légendes de notre monde. L'origine de la wyvern vient de chez nous, de France, de Franche-Comté, sous le nom de vouivre, et possède une riche tradition locale. L'imaginaire et le terme, devenu vivre, s'exporteront en Angleterre, donnant donc naissance à la wyvern, qui deviendra une figure héraldique emblématique d'outre-Manche. Étymologiquement, on part du latin vipera, la vipère, qui, sous influence germanique, donne ensuite vipera, puis vivre en vieux français au XIIe siècle. On retrouvait déjà le terme guivre dans la chanson de Roland, vers 1080, qui désigne un serpent monstrueux ou ailé. Le terme vivre évoluera ensuite en vuivre, puis vouivre pour dragon ou serpent ailé. Le terme wyvern est quant à lui exporté en Angleterre au XIVe siècle et dérive du vieux français vivre. Mais les vouivres des légendes locales ne ressemblent en rien aux wyverns que nous connaissons dans la fantaisie. À vrai dire, on en trouve de toutes sortes. Chaque village de Franche-Comté et de Bourgogne se targuait d'avoir leur propre vouivre. Dragons, serpents géants, femmes serpents et même serpents à tête de chat. Dans ma région natale, on en trouve pour tous les goûts. Il en va de même pour leurs caractéristiques, certaines peuvent voler et d'autres non, sortir uniquement la nuit, et beaucoup sont liés à l'eau. La version la plus connue est celle d'une créature mi-femme, mi-serpent, avec des ailes de chauve-souris dans le dos et une gemme, généralement sur le front, une escarboucle. C'est une pierre d'une immense valeur pécuniaire, renfermant de nombreux pouvoirs, comme transformer le fer en or. Les histoires mettent souvent en scène la créature se lavant, laissant de côté son bijou pour ne pas le perdre, et un personnage qui croisera par hasard la vouivre, profitant qu'elle détourne les yeux de son trésor pour le voler. Cette escarboucle se trouve aussi parfois sur la forme serpentine de la vouivre. Des petites légendes locales, on en trouve à l'appel, mais en voici quelques-unes pour vous donner une idée de toutes les différences que l'on peut trouver. Sur le mont Beuvray se trouve la pierre de la vivre. Ici, la légende nous parle d'une créature mi-femme, mi-serpent avec des ailes de dragon, lui permettant de voler. Elle était la gardienne d'un trésor inestimable qu'elle gardait caché sous un rocher. Chaque année, le jour de Pâques, elle le déplaçait avec ses énormes bras pour y mettre de nouveaux butins. Apparemment, pour obtenir ce fabuleux trésor, il suffisait juste de balancer de la mie de pain dessus. Et hop, c'était à nous. Ouais, faut pas chercher avec les vieilles légendes. Un homme tenta l'expérience, mais se fit repérer par la créature. Heureusement pour lui, elle ne l'attaqua pas, mais se transforma en une belle jeune femme, très séduisante, et il succomba à son charme, l'embrassant, alors que madame était à la maison. Il la quitta malgré tout avec un sac d'or. Chouette, se dit-il, je ne suis pas venu pour rien. Sauf qu'il oublia complètement cette histoire de mie de pain, et une fois qu'il était arrivé au village, il ne trouva que des pierres dans le sac. À Couches se célèbre tous les 20 ans depuis 1888 une fête liée à la créature, appelée la vivre. D'après la légende, en 1328, un immense et terrible dragon à tête de loup-garou semait la terreur parmi les habitants. Et malgré plusieurs affrontements, les villageois étaient toujours perdants et les combattants dévorés. Mais un jour, un magicien du nom de Yoata vint à leur rescousse. Et avec le son de sa flûte, il envoûta la vouivre et l'emmena à l'intérieur d'un immense four construit pour l'occasion afin de faire rôtir la créature. Yoata l'emmena à l'intérieur, mais il se fit enfermer avec elle et ils brûlèrent tous les deux. Ça valait la peine de jouer les héros, tiens. J'appris récemment à Dijon, anciennement du côté de chez moi, là où avec le lycée on faisait de la course d'orientation, pire sport du lycée au passage, se trouvait une légende autour d'une vouivre.
Il faut dire, le lieu s'appelle la Combe à la Serpent, c'est pas pour rien. Globalement, c'est le même type d'histoire que je vous ai raconté, d'une femme serpent et d'une escarboucle à voler. Bon, assez parlé des femmes serpents, ça fait 2 épisodes qu'on en parle, j'ai l'impression de faire que ça. Et puis, nous ce qu'on veut, c'est les vouivres similaires aux dragons, les wyverns. Si on ne retrouve pas autant de légendes sur les wyverns en Angleterre, l'art héraldique en est bien fourni. Le dragon ou le serpent à 2 pattes apparaissant sur de nombreux blasons et armoiries. Sous le nom de Guivre, elle prend la forme d'un serpent avalant un homme, notamment en Italie, emblème de la famille Visconti et plus tard d'Alfa Romeo. De nos jours, dans la culture populaire, la wyvern et la vouivre se ressemblent beaucoup et désignent généralement de petits dragons ne mesurant pas plus de quelques mètres, mais avec une différence notable de leurs majestueux cousins. Saurez-vous la reconnaître ? Voici une image d'un dragon traditionnel d'un côté et celle du dragon du Hobbit et de Game of Thrones. Voyez-vous la différence ? Regardez le nombre de pattes. Le dragon traditionnel en a 4, tandis qu'à côté, ils n'en ont que 2, leurs pattes avant étant associées à leurs ailes. Ce simple petit détail fait que pour certains, ces créatures ne sont pas des dragons, mais de simples vouivres. Dans ce cas, que dire des dragons asiatiques, qui n'ont même pas d'ailes ? Que ce sont juste de gros serpents ? Sauf qu'historiquement, le terme dragon a justement été principalement utilisé pour parler de serpents monstrueux, qu'importe qu'ils aient 2 pattes, 4 ou aucune, ainsi que des ailes. Tout ceci n'est finalement que du pinaillage. D'autant que de nos jours, il y a tellement de types de dragons, de formes diverses et variées, pouvant cracher tout et n'importe quoi. Il existe des différences plus notables dans la fantasy pour différencier les dragons et les wyverns. Si les premiers peuvent atteindre des tailles démesurées, plusieurs dizaines de mètres de long, les deuxièmes sont beaucoup plus petites, allant généralement de 3 à 5 mètres. De plus, ce qui fait qu'un dragon est un dragon, c'est surtout qu'il crache du feu. La wyvern ne pouvant cracher que son seum de ne pas avoir cette superbe capacité. Elle va en revanche utiliser une arme qui lui est spécifique, sa queue hérissée de pointes empoisonnée. Les 2 créatures que nous allons voir maintenant, à savoir le basilic et le cocatrix, suivent un peu le même chemin que la vouivre et la wyvern. Ce sont 2 créatures extrêmement similaires dont l'une est apparue bien après l'autre. Le mythe du basilic provient de la mythologie grecque et serait l'un des serpents nés du sang de la tête coupée de Méduse durant son transport par Persée au-dessus du désert de Libye. Son nom nous vient donc du grec basiliskon, qui veut dire roi ou petit roi, et nous le comprenons pour 2 raisons, comme nous le décrit le naturaliste Pline l'Ancien dans son ouvrage Histoire naturelle, publié au 1er siècle de notre ère. La première est que le serpent, à l'inverse des immenses créatures que nous connaissons, est en fait tout petit, ne mesurant que quelques centimètres, et possède une tache blanche sur la tête, rappelant une couronne. La deuxième est que son sifflement fait fuir tous les serpents, description rejointe à l'époque par l'auteur Lucain dans son épopée Pharsale, où il le désignera comme étant le roi des serpents. De plus, toujours d'après Pline l'Ancien, le serpent se déplacerait non pas en rampant de tout son long comme ses semblables, mais en étant redressé à partir de la moitié de son corps, arborant une allure noble. L'auteur nous dit également qu'il est extrêmement venimeux, recouvert d'un poison corrosif et dont l'haleine est capable de brûler la matière, même la pierre. On pensait même qu'un cavalier tuant la créature avec sa lance mourrait aussitôt, le poison se répandant sur la lance, lui et son cheval. C'est grâce aux traces qu'il laisse sur son passage que l'on peut le retrouver, se cachant dans des cavités. On lui envoie alors son pire ennemi pour l'affronter, une belette. Oui, je rigole pas, l'ennemi naturel du basilic est la belette, ou plutôt l'odeur de la belette, parfois spécifiée comme étant son haleine, mortelle pour le serpent. Bon, malheureusement, la belette mourrait également très souvent par la même occasion. Tout comme sa mère, la gorgone, le basilic est capable de pétrifier quiconque croisera son regard, ou plus précisément, comme nous le dit Aristote, des vapeurs empoisonnées qui sortiront de ses yeux. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de voyager avec un objet réfléchissant comme un miroir, permettant par la même occasion de renvoyer la projection à son envoyeur, provoquant sa mort. D'après la légende, Alexandre le Grand aurait fait fabriquer un bouclier aussi poli qu'un miroir afin de s'en protéger. C'est au Moyen-Âge que la créature prendra une nouvelle forme, ressemblant à présent plus à un coq, avec une crête rappelant parfois une couronne, 2 pattes d'oiseau et une queue de serpent ou hérissée de pointes. On la rapproche parfois au dragon, lui donnant la capacité de souffler du poison, voire même du feu.
Une autre origine va également lui être trouvée, celle d'un œuf pondu par un très vieux coq, œuf composé par ses excréments et sa semence, couvé par un serpent ou une grenouille. Naissance inspirée d'un passage d'Isaïe chapitre 59 dans la Septante, version grecque de la Bible. Il couve des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Cette légende est la même pour son homologue, le cocatrix, ou parfois légèrement différente, naissant d'un œuf de serpent couvé par un coq ou une poule noire. Dans le psaume 91, verset 13 de la Vulgate, la version latine de la Bible, il est dit « Tu marcheras sur le lion et sur le basilic, tu fouleras le lionceau et le dragon ». Le terme basilic sera traduit dans la Bible anglaise de John Wycliffe par cocatrix, première apparition du terme. Malheureusement, ces deux termes sont faux, erreur de traduction de l'hébreu aspic ou vipère. Mais le mal est fait, le nom fut créé. Et oui, j'en fais des caisses. Commence donc la légende du cocatrix, qui se démarque légèrement du basilic. La licence The Witcher nous l'explique très bien, puisqu'elle dit que le basilic est un reptile, et le cocatrix un ornithoreptile, une créature mi-reptile, mi-oiseau. Malgré tout, on retrouve plein de représentations et d'histoires mélangeant les deux, donc ce n'est pas une science exacte. Plus que ça, les deux créatures sont généralement confondues, et possèdent le même pouvoir de pétrification, le redoutable poison, et surtout leur terrible némésis, vilaine belette. On retrouve malgré tout deux légendes propres au cocatrix. La première est que l'une de ces créatures serait accidentellement née au XIIe siècle et morte au XVIIe, et la deuxième est qu'on en aurait eu une en France et que l'évêque Saint-Loup, appelé aussi le Loup de Troyes, l'aurait vaincu. Au vu de tout ça, je ne pense pas qu'il y ait de vérité vraie. Une même créature ou bien deux distinctes, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je remercie toutes les personnes qui participent au financement de la chaîne et utilisent l'option Boost ou Hype. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.